En janvier 2014, un randonneur nommé Steven s'est effondré dans les montagnes des Adirondacks. La température était de moins 9 degrés Celsius avec un vent de 8 à 16 km par heure. Il portait des vêtements synthétiques modernes, un dispositif GPS et un téléphone portable. Les secours l'ont atteint en 90 minutes. Il est quand même mort d'hypothermie. Ce même hiver, des chercheurs en Norvège ont documenté quelque chose de remarquable. Ils ont trouvé des archives de bergers médiévaux qui passaient des saisons entières seuls dans les montagnes, exposés à des températures qui descendaient jusqu'à moins 20 degrés Celsius, avec rien d'autre que de la laine, de la pierre et les animaux qu'ils gardaient. Pas un seul décès recensé dû au froid. Pas en des décennies d'archives monastiques. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, en moyenne 1300 Américains meurent d'hypothermie chaque année. Beaucoup de ces décès surviennent malgré l'accès à des équipements modernes, à des services d'urgence et à des technologies de prévision météorologique qui auraient semblé surnaturelles à un berger du XIVe siècle. Alors qu'est-ce que ces bergers savaient que nous avons oublié? En 1379, un berger français nommé Jean de Brie dicta un traité au roi Charles V. Il l'appela le bon berger. Dans celui-ci, il documenta des techniques de survie qui avaient été transmises à travers des générations d'hommes qui dormaient à la belle étoile quand le sol était gelé. Ces connaissances n'ont jamais été classifiées, jamais restreintes. Elles ont simplement été abandonnées, remplacées par des matériaux synthétiques qui tombent en panne quand ils sont mouillés, des systèmes de chauffage qui nécessitent de l'électricité et des vêtements conçus pour la mode plutôt que pour la survie. Aujourd'hui, je vais partager 7 de ces techniques perdues. Certaines semblent primitives, toutes fonctionnent, et quelques-unes pourraient vous sauver la vie si jamais vous vous retrouvez coincé dans des conditions glaciales. Astuce 1. La couche de lanoline. Les entreprises modernes d'équipements de plein air dépensent des millions à développer des tissus résistants à l'eau. Gore-Tex, Evan, des membranes brevetées avec des noms qui ressemblent à des produits pharmaceutiques. Et elles fonctionnent, pendant un temps, jusqu'à ce que le revêtement déperlant durable s'use, généralement dans les 18 à 24 mois d'utilisation régulière. Les bergers médiévaux avaient un revêtement qui durait toute la vie du vêtement. On l'appelait la lanoline. La lanoline est une cire huileuse sécrétée par la peau des moutons. Quand la laine est traitée industriellement, cette lanoline est éliminée pour rendre le tissu plus doux et plus facile à teindre. Mais la laine brute, le type que portaient les bergers médiévaux, conserve son revêtement naturel. Et les bergers en avaient une provision illimitée. Ils étaient entourés de la source chaque jour. Voici ce que la science textile moderne a confirmé à propos de la lanoline. La laine traitée à la lanoline peut absorber jusqu'à 30% de son poids en eau sans que cela ne paraisse mouillé au toucher. Ce n'est pas une erreur. 30%. L'eau est piégée dans la structure de la fibre dans un processus appelé adsorption, pas absorption. L'humidité ne touche jamais votre peau. Mais c'est encore plus remarquable. Quand la laine absorbe l'humidité, elle génère en fait de la chaleur par une réaction chimique. C'est ce qu'on appelle l'isolation hygroscopique. La température de la fibre augmente légèrement quand les molécules d'eau se condensent à l'intérieur. Vos vêtements vous réchauffent littéralement quand ils deviennent humides. Comparez cela au coton, qui s'imbibe instantanément et conduit la chaleur loin de votre corps 25 fois plus vite que le tissu sec. Ou aux synthétiques modernes, qui évacuent l'humidité vers l'extérieur mais perdent toutes leurs propriétés isolantes une fois saturées. Jean de Brie a documenté que les bergers portaient leurs vêtements de laine même sous la pluie. Ils ne cherchaient pas d'abri contre les précipitations légères parce que leurs vêtements les géraient mieux que n'importe quelle tente. Les moutons eux-mêmes démontraient ce principe, restant debout sous des averses, tandis que leur laine repoussait l'eau comme les plumes d'un canard. Application moderne, vous pouvez encore trouver de la laine brute ou peu traitée. Cherchez des termes comme non teinte, non dégraissée ou brute. Vous pouvez aussi relanoliser des vêtements de laine moderne en utilisant de la crème de lanoline, disponible dans la plupart des pharmacies pour les mères allaitantes. Dissolvez une cuillère à soupe dans de l'eau tiède et faites tremper vos articles en laine pendant 30 minutes. La différence de résistance à l'eau est immédiatement perceptible. Astuce 2. Le vêtement à preuve de défaite. Jean de Brie écrivit des instructions spécifiques concernant les vêtements des bergers. En hiver, dit-il, le berger devrait avoir des mitaines pour protéger ses mains du froid. Il ne devrait pas acheter ces mitaines, mais devrait habilement les fabriquer, que ce soit avec une aiguille tricotant un fil filé par la main d'une bergère. Il décrivait une technique plus ancienne que le tricot lui-même, une technique que les archéologues ont retracée jusqu'à l'âge de pierre. On l'appelle le null binding. Si vous accrochez une chaussette tricotée sur une branche, vous savez ce qui se passe. Un fil tire et bientôt vous avez un trou qui se défait en catastrophe. C'est parce que le tricot utilise un fil continu en boucle entrelacée. Tirez une boucle et elles se défont toutes. Le null binding fonctionne différemment.
Chaque point est en fait un morceau de fil séparé, passé à travers les boucles précédentes et sécurisé avec ce qui revient à une série de minuscules nœuds. Si vous accrochez un vêtement en null binding, vous pourriez endommager un point. Le reste du tissu reste intact. Des preuves archéologiques de la fouille de Coppergate à York, en Angleterre, ont révélé une chaussette en laine du Xe siècle fabriquée avec cette technique. Elle avait été portée abondamment, réparée plusieurs fois, et montrait des motifs d'usure indiquant des décennies d'utilisation. 1000 ans plus tard, les points tiennent toujours. La technique était documentée à travers la Scandinavie médiévale, la Finlande, l'Islande et la Russie. Elle apparaît partout où les gens avaient besoin de chaussures et de protection pour les mains qui pouvaient survivre à des conditions difficiles et à un usage intensif. Le tissu qu'elle produit est plus dense que le tricot, plus résistant au vent et plus facile à réparer sur le terrain avec un minimum d'outils. C'est important pour les bergers spécifiquement parce qu'ils travaillaient en isolement, loin des villages où les vêtements endommagés pouvaient être remplacés. Jean de Brie insistait sur l'autosuffisance. Un berger qui pouvait fabriquer et réparer ses propres mitaines et chaussettes était un berger qui ne gèlerait pas à cause d'une simple déchirure. Le tricot moderne a remplacé le null binding parce qu'il était plus rapide et nécessitait moins de compétences. Une aiguille à tricoter peut produire du tissu en une fraction du temps. Mais les bergers qui mesuraient leur vie en saison plutôt qu'en minutes comprenaient quelque chose d'important. La vitesse de production ne signifie rien si le produit échoue quand vous en avez le plus besoin. Avant de continuer avec les astuces restantes, je veux entendre cette communauté. Où avez-vous réalisé que le tissu synthétique ou l'appareil à batterie sur lequel vous comptiez ne pouvait pas gérer ce que la nature vous lançait? Laissez un commentaire ci-dessous. Les abonnés de cette chaîne partagent constamment des expériences qui ajoutent de la profondeur à ces techniques historiques. Astuce 3. Dormir parmi le troupeau. Un mouton en bonne santé maintient une température corporelle centrale entre 38 et 40 degrés Celsius, plusieurs degrés plus chaud qu'un humain. Un seul mouton produit environ 50 watts d'énergie calorifique en continu, l'équivalent d'un petit radiateur fonctionnant toute la nuit. Maintenant, multipliez cela par un troupeau de 50 ou 100 animaux. Les bergers médiévaux ne se contentaient pas de garder leurs moutons. Ils dormaient parmi eux, pas métaphoriquement, physiquement entourés d'animaux couverts de laine qui fonctionnaient comme des radiateurs vivants. Les archives monastiques de l'Écosse médiévale décrivent des bergers se positionnant au centre d'un troupeau regroupé pendant les nuits froides. Les animaux se blottissaient naturellement pour se réchauffer, créant une poche de température élevée qui pouvait être 10 à 15 degrés plus chaude que l'air ambiant. Mais le troupeau n'était pas la seule source de chaleur animale. Jean de Brie consacra une section entière de son traité au chien du berger. Il décrit comment dresser le chien, comment le nourrir, comment le rendre fidèle. Ce qu'il n'a pas besoin d'expliquer, parce que c'était évident pour n'importe quel berger, c'est que le chien dormait à côté de son maître. Un chien de taille moyenne produit à peu près la même chaleur qu'une ampoule de 60 watts. Plus important encore, un chien fournit une chaleur concentrée et directe. Alors que les moutons créent une poche de chaleur ambiante, le chien se presse contre votre corps, réchauffant votre noyau directement. Les bergers médiévaux avaient souvent les deux, le troupeau autour d'eux et le chien à côté d'eux. Cela n'était pas considéré comme primitif ou dégradant. C'était considéré comme une utilisation intelligente des ressources disponibles. Les moutons bénéficiaient de la présence du berger comme garde contre les prédateurs. Le berger bénéficiait de leur chaleur corporelle collective. Le chien bénéficiait de la chaleur partagée et de la nourriture. La réciprocité, comme Jean de Brie l'a décrite. Les moutons sont profitables aux humains. Les humains sont profitables aux moutons. Et le chien est profitable aux deux. Les preuves archéologiques des sites de bergers des Hautes-Terres dans les Pyrénées, les Carpates et les Highlands écossais montrent toutes des schémas similaires. Des zones de couchage positionnées à l'intérieur ou immédiatement adjacentes aux enclos d'animaux. L'architecture elle-même était conçue pour faciliter ce partage thermique. Les guides de survie d'urgence modernes mentionnent parfois le fait de se blottir avec des compagnons pour se réchauffer. Ils mentionnent rarement que les bergers médiévaux avaient accès à 50 compagnons ou plus chaque nuit, plus une source de chaleur poilue dédiée qui les suivait partout. Astuce 4. La pierre chauffée, le feu est excellent pour se réchauffer. Il est aussi excellent pour attirer l'attention, consommer du combustible et nécessiter une gestion constante. Quiconque dormait à l'extérieur, dans des conditions glaciales, avait besoin de sources de chaleur qui fonctionnaient pendant son sommeil, qui étaient portables et qui ne nécessitaient aucune attention continue. La solution était les pierres chauffées. La technique apparaît à travers l'Europe médiévale dans les registres domestiques, les documents monastiques et les récits de survie ultérieurs. Placez des roches de la taille d'un ballon de football dans ou près de votre feu pendant 1 heure ou 2. La pierre absorbe la chaleur lentement, mais la libère lentement aussi. Enveloppez la pierre chauffée dans du tissu
ou des vêtements de rechange et placez-la dans votre zone de couchage. Une pierre correctement chauffée peut rester chaude pendant 6 à 7 heures, assez pour passer la partie la plus froide de la nuit. Aucun manuel de berger ne décrit explicitement cette technique. Mais considérez la logique. Les bergers avaient un accès constant au feu pour cuisiner et se réchauffer. Ils étaient entourés de pierres dans les pâturages des hautes terres où ils travaillaient, et ils faisaient face au même problème chaque nuit froide: comment rester au chaud en dormant. La technique ne nécessite aucun équipement spécial, aucun matériel acheté, rien qu'un berger ne possédait pas déjà. Ce que nous avons documenté, c'est l'utilisation de pierres chauffées pour traiter les blessures dues au froid. Des pierres chaudes placées sous les aisselles et entre les cuisses d'une victime d'hypothermie aident à restaurer la température corporelle centrale plus rapidement que le réchauffement externe seul. La médecine d'urgence moderne confirme cela. Les aisselles et l'aine contiennent des vaisseaux sanguins majeurs près de la surface. Réchauffer ces zones réchauffe le sang qui circule ensuite dans tout le corps. Les bergers médiévaux travaillant en isolement auraient été les premiers intervenants de leurs propres urgences liées au froid. Une technique aussi simple, aussi efficace et aussi accessible aurait été impossible à ignorer. L'instructeur de survie moderne Tim McWelch, écrivant dans Outdoor Life, a documenté que les pierres correctement chauffées restent chaudes jusqu'à 7 heures lorsqu'elles sont isolées. La clé est de sélectionner la bonne pierre, dense et sèche. Évitez les roches de rivière qui peuvent contenir de l'humidité piégée, car celles-ci peuvent se fissurer de manière explosive lorsqu'elles sont chauffées. Si vous apprenez quelque chose d'utile de ces techniques, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide cette information à atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir réellement besoin un jour. Astuce 5. La barrière de suif. Le vent ne fait pas que sembler froid. Il vole activement la chaleur de la peau exposée par convection, emportant la fine couche d'air réchauffé que votre corps maintient à sa surface. Les gerçures modernes ne sont pas réellement des brûlures. C'est une dessiccation accélérée. Le vent dessèche littéralement vos cellules cutanées jusqu'à ce qu'elles meurent. Les bergers médiévaux contraient cela avec de la graisse animale fondue. Le suif. Les bergers avaient un accès unique à cette ressource. Quand un mouton mourait ou était abattu, la graisse entourant ses organes pouvait être fondue en suif. Ce n'était pas un article de luxe qui devait être acheté. C'était un sous-produit du propre travail du berger, disponible chaque fois qu'un animal était traité. Les preuves archéologiques et textuelles montrent que le suif était utilisé comme protecteur de la peau dans pratiquement toutes les cultures qui élevaient du bétail. Les Inuits utilisaient de la graisse de phoque et de baleine. Les tribus amérindiennes des plaines utilisaient du suif de bison. Les bergers européens utilisaient du suif de mouton, l'appliquant sur les visages, les mains et toute peau exposée avant de s'aventurer dans des conditions difficiles. La science est simple. Une couche de graisse sur la peau crée une barrière physique contre le vent. Elle empêche aussi la perte d'humidité, gardant la peau hydratée plutôt que sèche et craquelée. Le suif contient des vitamines A, D, E et K, toutes soutenant la santé et la réparation de la peau. Les manuscrits médiévaux de France, d'Allemagne et d'Angleterre décrivent des baumes à base de suif infusé d'herbes curatives comme la consoude et le calendula. Ceux-ci étaient appliqués pour traiter la peau gercée, particulièrement dans les climats plus froids. La pratique s'est poursuivie parmi les colons pionniers en Amérique jusqu'au XIXe siècle, où les baumes de suif étaient un équipement standard pour quiconque travaillait à l'extérieur en hiver. Les produits modernes à base de pétrole comme la vaseline offrent une protection barrière similaire, mais manquent des nutriments trouvés dans les graisses animales. Les fabricants contemporains de baumes de suif, connaissant une renaissance parmi les reconstituteurs historiques et les enthousiastes des soins naturels de la peau, notent que le profil d'acide gras du suif correspond étroitement au sébum humain, l'huile naturelle que notre propre peau duit. Cela le rend plus facilement absorbable et plus efficace que les alternatives pétrolières. Astuce 6. L'abri circulaire. Des enquêtes archéologiques à travers les Highlands écossais, les Pyrénées et les montagnes des Carpates ont documenté des enclos en pierre utilisés par les bergers pendant des siècles. Beaucoup de ces structures datent de la période médiévale. Leurs murs de pierre sèchent encore partiellement visibles après 500 ans ou plus d'intempéries. Les Écossais les appelaient des stèles. Un stèle est un enclos circulaire en pierre, typiquement de 6 à 10 mètres de diamètre, avec des murs d'environ 1,5 mètre de haut. La conception circulaire n'était pas esthétique, elle était aérodynamique. Alors que les bergers construisaient et utilisaient ces structures tout au long de la période médiévale, la première explication détaillée de pourquoi elles fonctionnaient si bien vint beaucoup plus tard. Le capitaine Napier, écrivant en 1822 sur l'élevage dans les Scottish Borders, documenta finalement la physique que les bâtisseurs médiévaux comprenaient intuitivement. L'action du souffle sur la surface circulaire du mur, écrivit-il, provoque un mouvement rotatoire dans l'air, à une hauteur si considérable que la neige est projetée par une tangente dans toutes les directions, et l'espace inclus est ainsi laissé découvert à l'intérieur. En d'autres termes,
la forme circulaire crée un effet de vortex. Le vent frappe le mur courbe et tourne autour du périmètre plutôt que de déposer sa charge de neige à l'intérieur. Tandis que les abris rectangulaires se remplissent de neige qui dérive, les stèles circulaires restent relativement dégagées. Les moutons, et le berger dormant parmi eux, restent accessibles même après de fortes chutes de neige. Les bâtisseurs médiévaux n'avaient pas besoin de comprendre la dynamique des fluides pour observer que les enclos ronds fonctionnaient mieux que les carrés. Ils construisaient ce qui marchait. L'explication scientifique vint des siècles plus tard. Le même principe s'applique aux abris d'urgence aujourd'hui. Si vous devez construire un coupe-vent avec les matériaux disponibles, une conception courbe ou circulaire performe de façon spectaculaire mieux que des murs droits. Le vent contourne plutôt que de passer par-dessus, et les débris s'accumulent à l'extérieur de l'abri plutôt que de l'ensevelir. Astuce 7. Le système de couches. Le traité de Jean de Brie contient des descriptions détaillées de ce qu'un berger devrait porter, mois par mois, tout au long de l'année. Ce qui émerge est un système sophistiqué de superposition qui précède la philosophie moderne des vêtements de plein air de 6 siècles. Par temps froid, le berger commence avec une chemise en lin comme couche de base. Le lin évacue l'humidité de la peau tout en permettant une certaine respirabilité. Par-dessus, les vêtements de laine fournissent l'isolation. Une capuche et un bonnet serré appelé coiffe protègent la tête, où une perte de chaleur significative se produit. Le cuir, de cerf ou de porc forme la coque extérieure, fournissant une résistance au vent et une imperméabilisation supplémentaire. L'intuition critique et l'adaptabilité. Jean de Brie note qu'un berger doit réguler ses vêtements, ajoutant et retirant des couches selon le niveau d'activité et les conditions. Être trop paresseux pour faire cela vous punira. Quand vous êtes actif, marchant avec le troupeau, vous générez de la chaleur corporelle. Trop de couches provoque la transpiration, qui mouille vos vêtements et mène à un refroidissement rapide quand vous vous arrêtez. Les guides de randonnée modernes donnent des conseils identiques. Commencez au frais. Ajustez fréquemment. Ne vous laissez jamais transpirer dans des conditions froides. Le système médiéval s'adressait aussi spécifiquement aux extrémités. Les mitaines, que Jean de Brie insistait que les bergers devraient fabriquer eux-mêmes, gardent les mains plus chaudes que les gants parce que les doigts partagent la chaleur plutôt que d'être isolés. Les bottes en cuir avec des patins en bois, essentiellement des semelles surélevées, gardaient les pieds hors du sol gelé. Et si les matériaux étaient rares, les bergers bourraient de la paille ou de l'herbe séchée dans leurs bottes pour une isolation supplémentaire. Un poème allemand du XIIIe siècle, Meyer Helmbrecht, mentionne des paysans qui dansaient si sauvagement que la paille sortait en volant de leurs bottes. Mais les vêtements n'étaient que la moitié de l'équation thermique. L'autre moitié était le régime alimentaire. Les bergers avaient un accès direct au lait de brebis, qu'ils transformaient en fromage. Ils avaient de la viande quand les animaux mouraient ou étaient abattus. Et ils avaient du suif, qui n'était pas seulement utilisé à l'extérieur, mais pouvait être consommé pour des calories. Un régime riche en graisse génère plus de chaleur métabolique que les glucides. Le corps produit de la chaleur comme sous-produit de la digestion des graisses et des protéines. La recherche moderne sur la nutrition par temps froid confirme cela. Les explorateurs arctiques et les alpinistes augmentent délibérément leur apport en graisse pendant les expéditions, parce que cela aide à maintenir la température corporelle centrale. Les bergers médiévaux n'avaient pas besoin de la recherche. Ils avaient le fromage. Le principe sous-jacent à tout cela est la redondance. Aucune couche unique ne protège complètement. Aucune source alimentaire unique ne fournit tout. Plusieurs couches de vêtements, plusieurs sources de nutrition, plusieurs sources de chaleur des animaux et des pierres et du feu. Un système qui continue de fonctionner même quand des composants individuels échouent. Bonus, lire le ciel, les 7 astuces que j'ai décrites jusqu'à présent sont réactives. Elles vous aident à survivre à des conditions froides une fois que vous y êtes. Mais la technique de survie la plus efficace est préventive, savoir quand le temps dangereux arrive avant qu'il n'arrive. Jean de Brie consacra 2 chapitres entiers de son traité à cette compétence. Le chapitre 5 couvre comment connaître le temps en observant les oiseaux. Le chapitre 6 couvre comment connaître le temps en observant les animaux. Ce n'étaient pas des superstitions populaires, c'étaient des observations systématiques affinées sur des siècles. Quand la chouette annonce la pluie, écrivit Jean de Brie, il va pleuvoir. Quand les moutons se secouent puis commencent à brouter agressivement, une tempête approche et ils essaient de manger avant qu'elle ne frappe. Quand les oiseaux volent bas et semblent agités, la pression baisse. Quand le meneur du troupeau s'arrête et refuse d'avancer, quelque chose devant a changé que les moutons peuvent sentir, mais que le berger ne peut pas encore voir. Les météorologues modernes appelleraient cela lire la pression barométrique par des indicateurs proxy. Les animaux réagissent aux changements atmosphériques que leur corps détecte mais que les sens humains manquent. Les bergers ont appris à lire les animaux au lieu de lire des instruments qui n'existaient pas encore. Cela importe spécifiquement pour les nuits glaciales parce que le froid le plus mortel arrive souvent avec les tempêtes.
Un berger qui pouvait voir un blizzard arriver des heures avant qu'il ne frappe, pouvait déplacer le troupeau vers un abri, rassembler du bois de chauffage supplémentaire et préparer sa position de sommeil. Un berger pris par surprise était un berger en danger. Nous avons des applications météo maintenant, nous avons l'imagerie satellite et le radar Doppler et des prévisions sur 7 jours livrées à nos téléphones. Et pourtant les gens se font encore prendre dans des tempêtes qu'ils n'avaient pas anticipées parce qu'ils ont vérifié les prévisions le matin et ont supposé que les conditions ne changeraient pas. Les bergers médiévaux vérifiaient les prévisions constamment. Chaque oiseau, chaque changement dans le comportement animal, chaque changement dans la direction du vent était une donnée. Ils n'avaient pas plus d'informations que nous. Ils prêtaient plus d'attention aux informations qu'ils avaient. Steven, le randonneur qui est mort dans les Adirondacks, portait une isolation synthétique moderne, une conception qui devient presque inutile quand elle est mouillée. Son sauvetage prit 90 minutes, rapide selon n'importe quel standard. Mais l'hypothermie s'était déjà installée parce que ses vêtements avaient échoué au moment où il avait commencé à transpirer pendant l'ascension et que l'humidité avait gelé contre sa peau pendant la descente. Un berger médiéval, habillé de laine brute qui génère de la chaleur quand elle est humide, avec des mitaines en hull binding qui ne se déferraient pas si elles étaient accrochées. Du suif protégeant sa peau exposée du vent. Un ventre plein de fromage de brebis, et la connaissance que son troupeau et son chien représentaient 51 sources de chaleur vivante auraient survécu cette même nuit avec rien de plus qu'un inconfort. Et il aurait probablement vu le temps arriver. Nous n'avons pas progressé au-delà de cette connaissance. Nous l'avons oublié. Nous avons remplacé la laine par des synthétiques qui meurent quand ils sont mouillés. Nous avons remplacé le suif par des produits chimiques. Nous avons remplacé l'intuition animale par des applications que nous vérifions une fois et oublions. Nous avons remplacé la communauté par l'isolement et avons supposé que la technologie compenserait. Ce n'est pas le cas. Les bergers de la période médiévale n'étaient pas primitifs. Ils étaient des spécialistes de la survie, héritiers de techniques affinées sur des milliers d'années d'existence humaine dans des environnements hostiles. Ils savaient des choses que nous avons perdues, non pas parce que la connaissance a été supprimée, mais parce que nous avons cessé d'écouter. Ces techniques ne sont pas des curiosités historiques. Ce sont des technologies qui fonctionnent, prouvées à travers des siècles d'applications pratiques, dans des conditions qui tuent des randonneurs modernes, avec de l'équipement moderne. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, envisagez de vous abonner. J'explore des connaissances médiévales, oubliées comme celle-ci chaque semaine. Des techniques que nos ancêtres comprenaient et que nous avons abandonnées. Et s'il y a une autre méthode de survie ou compétence historique que vous voulez que j'investigue, faites-le moi savoir dans les commentaires.